Mais moi, je ne vous vois pas. Hein. Allô? Eh bien voilà, nous sommes bel et bien à ce rendez-vous, ça va chauffer. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, je vous dis, je vous donne mes salutations les plus chaleureuses et je vous dis merci d'être encore une fois présent pour ce rendez-vous important, un rendez-vous qui vous permet de démarrer de la meilleure des façons votre week-end. Vous le savez, vous connaissez le menu de cette émission. Eh bien, nous avons de la très bonne variété musicale, des fois en rapport avec certains thèmes de cette émission et surtout, nous avons des débats à partir de thèmes qui vous intéressent, des thèmes tirés de l'actualité africaine et de temps en temps de l'actualité en dehors du continent africain. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Notre plateau est éclaté, un plateau éclaté à travers, on va dire, l'Afrique et même l'Europe. Nous avons ce qu'on appelle les chroniqueuses, mais dans cette émission, ce sont les Georgettes. C'est le nom que la rédaction a décidé de leur donner. Et la première des Georgettes que je m'avais vous présenter s'appelle Zita. Elle est sur ce plateau avec moi, sur le plateau central. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ok, mais il faut qu'on le sente dans le visage, dans le sourire, dans la tonicité de la voix, non? Non, ça va très bien. C'est la pluie, parce qu'il pleut tous les jours à Libreville, c'est la pluie qui vous a rafraîchi? C'est peut-être la pluie qui me rend un peu morose ce matin. Mais non. Parce qu'il pleut tous les jours, surtout cette semaine. Il a plu tous les jours. Il pleut tous les jours à Libreville. Voilà. C'est la saison, non? Voilà, exactement. C'est la saison. Et nous sommes à la fin, mais ouais. Dieu merci. Alors, il faut dire que lundi, c'est normalement la rentrée des classes. Lundi 9 novembre. Oui, c'est la date officielle. C'est ce qui a été décidé par le gouvernement, mais cette rentrée est quand même entravée par quelques revendications d'ailleurs comme toujours avec les syndicats de l'éducation nationale. Donc, alors, il faut dire que dans tous les pays africains, les syndicats dans le secteur de l'éducation sont très 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 actifs, ils bousculent beaucoup leurs ministres. Exactement. Et là, à peine annonce-t-on la rentrée que les syndicats s'annoncent également. Voilà. Donc on espère que tout va bien se passer et que les enfants vont démarrer les cours normalement. Alors j'ai lu des choses quand même assez difficiles à avaler parce que chaque classe désormais avec le coronavirus, chaque classe doit avoir au maximum 60 élèves. C'est toujours très, très élevé ce chiffre. Mais bon, déjà que moi, peut-être que ça va un peu me faire rire parce que nous on est habitués avec des effectifs pléthoriques. Beaucoup plus élevés que ça. Voilà. Alors, donc je ne sais pas quelle est la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement pour qu'on y arrive avec 60 élèves par classe. On verra, mais bon. Alors 60 élèves par classe, c'est le maximum qui a été arrêté. C'est le maximum qui a été arrêté. Mais... alors que nous, on a d'habitude dans les salles de classe, on a des salles de classe où on a plus de 100 élèves, 120. Wow. Oui, ça arrive. Surtout, surtout Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Surtout dans les écoles primaires. 100 élèves dans une classe, 3 par banc. Voilà. Ça fait beaucoup. Non, c'est 2. Non, quand il y en a 100, ça fait 3 par banc. C'est des fois, bon, c'est selon la dimension des salles de classe en fait. Il y a des salles de classe où il y a 2 par banc, il y a des salles de classe où il y a 3. Mais bon, moi, j'ai pas trop, c'est pas que je me vante, j'ai pas appris dans les écoles publiques, donc je sais pas trop. Si, moi j'ai vu des salles de classe donc, avec mais je crois que c'est 3 élèves par banc et ça fait bizarre. Alors, avec le coronavirus, on dit chaque enfant doit avoir son masque. Voilà, il va falloir mettre un peu partout le dispositif
pour se laver les mains. On sait que dans de nombreuses écoles publiques, les toilettes et tout ça, ça ne marche pas. Espérons que tout ça, avec le temps qui a été observé, on espère que les toilettes ça marche, que l'eau coule et qu'il y a du savon. Et les enfants, vous savez que les enfants, ce sont les enfants, c'est pas toujours qu'ils sont conscients des dangers qui les guettent. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'ils soient très, très, très bien encadrés avec chacun le masque. 2 maximum par banc. J'espère que on va les mettre au bout de chaque banc. Pour observer respecter les mesures barrières. Voilà pourquoi je disais au début, qu'on espère que tout va bien se passer et que le dispositif a été mis en place par l'État pour pouvoir respecter les mesures barrières et tout ça. Parce que ici à Libreville, bon, je ne vais pas citer les noms des établissements sur le plateau, mais on a des établissements à Libreville où il n'y a pas de toilettes, ou bien quand il y a des toilettes, c'est dégueulasse, les enfants n'y vont pas. Comment ça va se passer? On verra. Alors, comme je dis, la rentrée a été repoussée jusqu'à maintenant, le 9 là. Donc, ça veut dire que normalement, toutes les dispositions ont été prises. Les enfants vont se retrouver au maximum 2 sur un banc, chacun dans un bout. Les toilettes vont marcher, l'eau va couler, le savon sera présent, les enfants seront bien encadrés pour ne pas que l'école devienne un lieu de propagation du virus. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de parler avec les autres Georgettes. Elles sont disséminées à travers l'Afrique. Il y a Nogueil au Sénégal, il y a Carole à Douala au Cameroun, il y a Adrienne à Milan en Italie, il y a Sabrina au Ghana, il y a Pulchéry en Côte d'Ivoire. Bon, voilà autant de personnes avec lesquelles vous aurez l'occasion de discuter encore une fois aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire avant de continuer, on va quand même parler de cette journée des écrivains africains. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, le 7 novembre. Le 7 novembre de chaque année, depuis 1992, on célèbre, le monde entier célèbre la journée internationale de l'écrivain africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Déjà, ça n'avait pas été institué par l'Organisation des Nations Unies. Ça avait été institué au départ par des écrivains africains eux-mêmes parce qu'ils se sentaient lésés. Ils voulaient un cadre où ils puissent se retrouver pour pouvoir discuter des difficultés auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Et ça a été mis en place en 1978. 78. Oui, en 1978 par les écrivains eux-mêmes. Maintenant, si ce n'est qu'en 1992 que l'organisation, que l'ONU a décrété le 7 novembre jour de l'écrivain africain. C'est un jour où, malheureusement, à cause de la pandémie du coronavirus, il n'y aura pas une très grande mobilisation comme d'habitude, mais je crois que dans chaque pays, les écrivains vont se retrouver un petit comité pour essayer de... Même à partir du numérique, en visio... voilà. Pourquoi pas en visioconférence? Pourquoi pas en visioconférence? Et donc, cette année... Cela va se faire comme vous le dites, on espère, mais bon, il n'y a pas vraiment une organisation officielle. Alors les écrivains ressemblent à des mal aimés et pourtant ils font un travail colossal. Ils écrivent des romans, des nouvelles, des essais politiques, etc. Et ils méritent que notre attention, celle des médias, celle des politiques également, soit portée avec un peu plus d'insistance vers eux. Et j'espère que c'est noté également, 7 novembre, journée de l'écrivain africain. Maintenant que ça s'est calé, maintenant qu'on sait que les Georgettes sont bien positionnées, on va lancer la machine avec de la musique. Nous allons prendre la direction de l'océan Indien, nous retrouver à l'île Maurice, et là-bas, il y a une jeune femme qui s'appelle Médéris, une belle jeune femme qui a décidé de vous demander d'attacher vos ceintures. Elle vous embarque pour un pot pourri, c'est-à-dire un assemblage de différents morceaux, et ça crée l'ambiance mauricienne.
Voilà, l'ambiance est bonne, c'est une musique qui vous entraîne, qui vous-même pousse à danser. Et si vous avez envie de danser, faites-le parce que dans de nombreux pays, eh bien, les nights sont fermés. Profitez de ce que nous vous proposons pour esquisser quelques pas de danse. En tout cas, bonne musique. L'artiste, retenez son nom, s'appelle Médéris. Elle est de l'île Maurice et vous savez que c'est comme ça. Ça va chauffer, toujours de la très bonne musique. La musique pour vous réveiller, pour ceux qui traînent encore au lit, de la musique pour vous faire plaisir parce que c'est le week-end. Et comme promis, allez, on y va, on va donner la parole à nos Georgettes, en commençant par celle qui est au Cameroun, à Douala. Bonjour Carole. Carole, bonjour. À toutes les Georgettes. Bonjour Georges. Bonjour à Zita. Bonjour à toutes les Georgettes. Okay. Je vais bien, merci. J'espère que vous Carole. Bonjour. Ok, vous vous entendez et c'est très bien. Carole, ne bougez pas. Je vais dire bonjour à Pulchéri. Bonjour, comment ça va Pulchéri? Bonjour Georges, bonjour à toutes les Georgettes. Je vais super bien. Ok, oui. Très bien. Et Adrienne, ça va? Bonjour Georges, bonjour. Adrienne est à Milan, en Italie. Ça va, Adrienne? Ciao, tutto bene? Ça veut dire? Ça veut dire? Bonjour, tout le monde va bien. Ok, d'accord. Alors, on va voir si Nogueil est positionné. Nogueil, au Sénégal. Bonjour Georges. Bonjour Nogueil. Bonjour. Ok, vous êtes en vert, c'est bien. Couleur verte, hein, j'espère que je vois bien. En bleu. En bleu. Ah, faut pas qu'on dise que je suis devenu daltonien. Ok, on attend incessamment l'entrée de Sabrina. Hein, elle nous a manqué pendant 2-3 semaines. On attend incessamment son entrée. Mais déjà, Carole, c'est quoi encore cette histoire? Pourquoi au Cameroun maltraite-t-on autant les enfants? Il y a je crois 2 semaines, des enfants ont été massacrés et puis pendant la semaine qui vient de s'écouler, voici encore que des enfants ont été soumis à des traitements difficiles à supporter. Quelle est cette histoire encore? C'est vrai que la maltraitance des enfants ne concerne pas que le Cameroun, c'est dans tous les pays du monde entier. Mais ce qui se passe par rapport à tout ce que vous avez cité, tout cela a lien avec la crise anglophone voilà, qui a commencé à la fin de l'année 2016 dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Il y a donc ce groupe, ces groupes armés séparatistes anglophones qui demandent la séparation du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone et réclament leur indépendance, qui veulent en faire entendre leur voix coûte que vaille, par tous les moyens possibles. Oui, par tous les moyens possibles. Donc, d'après le gouvernement... Qui s'en prennent aux politiciens, qui discutent avec les politiciens, mais qui collent la paix, j'allais dire, aux enfants. Les enfants n'ont rien à y voir, ils sont innocents. La dernière fois, je crois, 8 parmi eux ont été massacrés, la pire des façons. Et puis là, maintenant, cette semaine, ils subissent un traitement indigne. Oui, comme c'est une guerre asymétrique, on ne sait pas combien de groupes, on ne sait pas qui lutte contre qui, on ne sait pas combien de groupes, déjà que du côté anglophone, ils ne s'entendent pas tous, donc il y a des groupes armés de part et d'autre. Ça peut se gâter, hein, les relations, les différents accords et tout ça peuvent être trahis par l'une ou l'autre partie et ce sont les populations qui en souffrent. Alors, ce qui se passe avec ces enfants-là, c'est parce que, vous savez, dans la mafia, oui, pour faire du mal, pour toucher un chef de gang, il faut toucher sa femme ou ses enfants. Donc c'est un peu dans cette logique-là. Les Ambazoniens savent que les Ambazoniens, ces séparatistes-là, c'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'ils ont créé un État indépendant que d'aucuns disent encore virtuel, auquel ils ont donné le nom d'Ambazonie, l'Ambazonie. Donc on les appelle les Ambazoniens, ces séparatistes anglophones, qui se disent que pour que le gouvernement, parce que ça fait quand même mais Carole, pas mal d'années, pour que le gouvernement sente cette douleur-là
ils vont passer par les enfants. Alors, qu'ont-ils fait exactement comme supplice aux enfants cette semaine? Bon, le premier cas que vous avez abordé, ces enfants qui ont été froidement assassinés dans la ville de Kumba, dans la région du sud-ouest du pays, ils étaient en classe et les anglophones, les séparatistes, ces groupes-là, ces groupes armés sont arrivés dans cette école pour leur demander ce qu'ils font là, alors qu'ils leur ont demandé de ne pas venir à l'école, de ne pas y aller. C'est cette guerre entre le gouvernement. Le gouvernement demande aux enfants d'aller à l'école, que tout est sécurisé, qu'ils n'aient pas peur, demande aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Les séparatistes de leur côté disent, si vous allez à l'école, eh bien vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc 7 d'entre eux, 6 ont été tués dans cette salle de classe avec des machettes et des armes loups. Le 7e enfant est décédé dessus de ses blessures. Pour ce qui est arrivé récemment, il y a quelques jours là, c'était mercredi, dans la ville de Limbe, cette fois-ci, c'est une ville touristique. Il y a beaucoup d'expatriés là-bas. Certains ont même déjà fui à cause de cette guerre-là. Donc c'est une ville tellement touristique, tellement belle. On ne sentait pas la crise anglophone de ce côté-là. Donc là, ils ont attaqué, ils avaient déjà brûlé certains établissements l'année dernière. Là, ils ont attaqué des écoles qui n'entendaient pas, qui n'obéissaient pas au mot d'ordre Ils auraient déshabillé les enfants. Ils n'obéissaient pas, donc ils sont arrivés. Heureusement, ils n'ont pas tué d'enfants, ils ont déshabillé simplement. Ils leur ont demandé de se déshabiller jusqu'au slip, et de se mélanger avec leurs enseignants. Les enseignants également ont été demandés de se déshabiller, de se mettre à nu. Et de courir, d'aller dans leur maison. Et dans le reportage que j'ai envoyé dernièrement, on pouvait entendre un des assaillants demander aux élèves s'ils reviendront encore demain après ce qui vient de leur arriver. Donc en fait, ils ne veulent pas d'école dans les régions anglophones. Ok, c'est bien malheureux, c'est bien lamentable. Oui, sinon ils ont demandé avant la rentrée scolaire, ils avaient demandé aux établissements qui se situent dans les 2 régions anglophones, ils leur avaient demandé d'obéir à certaines règles s'ils veulent ouvrir les portes de leurs écoles, notamment les lycées, les établissements publics, de changer de nom et de mettre des noms communautaires, des noms qui rappellent un peu la culture anglophone. Et ils avaient demandé aux directeurs des établissements de ne pas enseigner du français, de ne pas enseigner l'histoire de la France, de ne pas chanter l'hymne national du Cameroun en anglais comme en français, de ne pas la chanter et de chanter juste l'hymne amazonien dans les salles de classe. Donc ils avaient posé leur jalon, ils avaient demandé au directeur d'établissement de respecter cela, sinon il y aurait des représailles. Donc ce sont des zones complètement, j'allais dire, déréglées. Malheureusement, une bonne partie de ces dérèglements ont pour conséquence la maltraitance des enfants. Espérons que dans les jours et dans les semaines qui arrivent, on ne va pas encore déplorer des situations difficiles pour les enfants. Alors, nous allons vous quitter, Carole, momentanément, pour nous retrouver maintenant de l'autre côté du continent, dans l'ouest, à Dakar, et discuter avec Nogueï. Nogueï, comment allez-vous? Très bien, Georges. Ça va très bien. Alors, chez vous, ce n'est pas aussi dramatique que ce qu'on vient d'entendre avec Carole, même si on n'a pas encore oublié les 140 morts qui ont péri au large de Dakar. Je voudrais qu'on parle de ce nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce nouveau gouvernement qui a été annoncé dimanche dernier? Comme vous le savez, à Dakar, l'actualité de cette semaine, c'est le gouvernement ministériel, le nouveau gouvernement de Macky Sall. Et ça a animé tous les débats cette semaine, notamment avec l'entrée dans le gouvernement du leader de l'opposition. On peut dire ça parce que c'est une des fortes têtes, Idrissa Seck. Il appelle ça le gouvernement d'union, parce qu'il y a eu l'entrée de plusieurs opposants à ça. Ah oui? Donc c'est un gouvernement d'ouverture, comme on dit. Alors, il y a beaucoup de bruit, on ne vous entend pas très bien, Nogueï. On va vous abandonner, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de nous rendre en Italie, à Milan, retrouver Adrienne. Adrienne, rebonjour. Oui, bonjour, Georges. Comment allez-vous?
Ça va. Ça va très bien. Alors, on Ça va sait que très chez bien. vous, il y a Oui. la menace du Covid-19 toujours. Et Oui, il y a le c'est le- couvre-feu. Vous êtes en plein couvre-feu. Nous sommes en plein confinement. Ah ouais. À partir de quelle heure Voilà. le couvre-feu? Le couvre-feu à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Et ben là, depuis vendredi, depuis hier à minuit, c'est le confinement. Confinement. Il faut maintenant se déplacer avec une autorisation. Sinon. Dans la journée? Oui, dans la journée. Dans la journée, D'un vous point à devez... l'autre. Enfin, si c'est pour aller au travail, pour accompagner les enfants, enfin, le primaire reste ouvert, mais tout ce qui fait le secondaire et tout ça c'est fermé. Ah bon. Voilà. Et donc, vous devez prendre votre autorisation pour vous déplacer où? Oui. Vous prenez- Pour aller, peut-être on fait les courses. Puisque bon, les supermarchés, les centres commerciaux restent ouverts, mais bon, quand même, en fin de semaine, tout est fermé. Ah oui? Donc, pour se déplacer, il faut l'autorisation. OK. Et vous prenez cette... Même pour aller au travail. Hein. Et l'autorisation, Faut justifier. vous la prenez où? Non, en fait, je crois que ce sont des formulaires qui sont téléchargés. Sur Voilà. le net, et oui. puis bon, voilà, il faut imprimer et puis voilà, et remplir avec le numéro de la carte d'identité, tout ce qu'il faut, quoi, toutes les pièces qui vont avec. Ah oui. Alors tout ça Voilà. parce que la contamination est en pleine ascension. Ça remonte. Malheureusement, hier, on était déjà à 34 502 nouveaux cas. Et on est Par passé jour, à hein? 428 décès pour la journée hier, toute la journée d'hier. Ah, ça Et donc, oui, et malheureusement, bon, le Premier ministre a été obligé de diviser, disons, la péninsule en trois parties. Il y a la zone rouge, donc la Lombardie, donc, disons, le chef du départemental qui est Milan est en tête. Et puis, bon, malheureusement, et puis la zone orange pour le taux de contamination, mais qui n'est pas vraiment maximal. Et puis, bon, dans le reste de la péninsule, la zone jaune. Voilà. Alors Adrienne, on a envie de savoir pourquoi ça remonte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a provoqué cette remontée de la contamination? Mais est-ce que ce sont les vacances? Est-ce que c'est parce que bon, on a baissé un peu la garde et tout? Bon, comme c'est pas seulement au niveau de l'Italie, c'est pratiquement l'Europe entière qui est à genoux. Donc nous croyons que c'est le retour des vacances qui a favorisé cette hausse-là. Voilà. Alors ce qui fait rigoler ici des fois, c'est que nous qui sommes les moins contaminés, les moins contagieux aussi, eh bien, Vous êtes bénis. les pays européens prennent des dispositions pour que les ressortissants des pays africains ne remontent pas en Europe, aller faire des fois certaines obligations, aller remplir certaines obligations. Comment vous entendez ça? Comment comprenez-vous ça alors que normalement, c'est les pays africains qui auraient dû fermer, se barricader face à l'Europe? Mais est-ce que je peux dire que c'est juste pour... Vous savez, C'est quoi, enfin, c'est peut-être pour vous aider. C'est peut-être pour vous aider. Ne venez pas choper la maladie pour aller faire monter la... Mais ça fait quand même curieux, hein, cette inversion des choses. Ben oui. Oui. Ben oui, c'est curieux. Mais moi, je bénis toujours l'Afrique si vous êtes épargnés. Voilà. Bien. Alors, nous ici, en Afrique, eh bien, de plus en plus, il y a une maîtrise de la situation. Et ce qui est bizarre, c'est que de plus en plus, il y a une sorte de relâchement au niveau du respect des mesures barrières. Mais bon, il y a quelque chose qui nous sauve, qui nous empêche de subir une catastrophe. Et on continue de croiser les doigts. Mais on espère que les pouvoirs publics vont bousculer un peu les uns et les autres et exiger surtout le masque, le porter partout où l'on est et faire en sorte que les autres mesures barrières soient respectées. Vous avez suivi un peu l'élection présidentielle en Amérique? Ben, c'est en cours, hein. C'est en cours, ça continue. Oui. OK. On sait que Joe Biden, il est pratiquement victorieux. On attend encore quelques... Vous supportez qui? Joe Biden ou Donald Trump? Vous savez, franchement, j'étais tellement coincée avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire que je ne pourrais pas vous répondre actuellement. Mais il y a deux candidats. Lequel est votre préféré? Si vous étiez en Amérique, si vous étiez américaine... Si j'étais en Amérique, c'est Joe Biden. Vous irez voter pour Joe Biden.
Ok. Alors Yes. tout à l'heure, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. On y est. On va vous quitter et retrouver Pulchéry. Pulchéry, Oui. comment allez-vous? Vous avez vécu un début de semaine un peu compliqué quand même, hein? Pulchéry? Pulchéry n'est pas bien positionnée. Ok, on va parler avec elle tout à l'heure. Et est-ce qu'on peut revenir à Nogueï? Sabrina est là. Oh là là, Sabrina. Bonjour, Sabrina. Enfin, on vous a. Bonjour Georges. Bonjour Georgette. Voilà. Bonjour à toi. Voilà, vous êtes ouf. On vous sent très bien. Comment ça va à Accra, au Ghana? Ça va très bien. Très bien. Ça va très bien. Très bien ici. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez manqué? Vous nous avez abandonnés? Non, pas du tout. Je ne peux pas vous abandonner. C'était une période un peu noire. 3 semaines. Ok. C'est l'école, ce sont les exigences de l'école? Exactement. Ok. Alors, la Accra, le Ghana, eh bien, c'est un pays fortement touché également par le coronavirus. Ça continue de monter? Non, les chiffres ne continuent pas de monter. Ils sont stagnés depuis et même ils sont en baisse parce que apparemment il y a quelques respects des mesures barrières qui s'appliquent désormais et donc les universités aussi n'ont pas encore repris. Les marchés, tout se subit dans une restriction vraiment très bonne. Et donc les cas sont en train de descendre au lieu plutôt de monter. Il n'y a pas de cas de décès depuis à peu près 3 semaines. Ah bon? Oh, mais ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les choses se passent aussi bien concernant les préparatifs de l'élection présidentielle? Oui, les choses se passent également très bien sur ce côté parce que les candidats respectent ce que la Cour constitutionnelle décide et que personne ne fait de bruit, personne ne contraint l'autre à faire ce qu'il ne veut pas, personne ne fait des trucs qui ne sont pas bien. Donc en ce moment, les candidats sont très actifs sur le territoire, un peu partout pour essayer de chercher des voix de gauche à droite. Mais il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discussion. Tout se passe sans vraiment le respect de l'ordre. Il n'y a pas de machette. Il n'y a pas de machette. Non, il n'y a pas de machette. Il n'y a pas de coup de machette. Il n'y a pas de coup de machette. Il y a même des femmes qui se sont présentées aux élections présidentielles, chose que la population ghanéenne a vraiment beaucoup appréciée. Ah, mais bon, reste à savoir si elles seront élues ou du moins si elles arriveront à la fin de la course. Alors pour le moment, on va s'en tenir à l'atmosphère qui prévaut. Le président en exercice est candidat, Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, exact. Ok, donc les choses se passent plutôt bien. Très bien, je dirais. Dans le calme absolu. C'est quand cette élection? Le 7 décembre, un mois jour pour jour. Ok, alors vous allez nous dire comment les choses se passent et on va être accrochés à vous pour savoir si les choses continuent de bien se passer. Maintenant, je voudrais... merci beaucoup Sabrina, on reste ensemble. Je voudrais demander aux auditeurs, aux téléspectateurs, eh bien, de s'apprêter à intervenir dans cette émission parce que le premier sujet, il a lieu, il a trait à la déontologie du journalisme. Voici une photo qui a l'air compromettante, une photo qui crée la polémique. Eh bien, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, quand vous aurez suivi ce sujet, eh bien, de participer au débat que nous allons ouvrir. Allons-y déjà, plantons le décor avec cette fameuse photo. Une photo circule sur la toile. Cette photo, bien que silencieuse, produit un grand bruit depuis une semaine. Les personnes qui s'y trouvent ne sont pas les moindres. Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, son épouse, Dominique Nouvian et des journalistes, dont le très cher Christophe Boisbouvier, qui officie sur RFI, Radio France Internationale. Cette photo a surpris plus d'un, à commencer par l'opposant Pascal Affi-N'Guessan, leader du FPI, le Front populaire ivoirien, qui a espéré que l'objectivité serait toujours de mise chez ces journalistes qui ont dû déguster un succulent repas à la table d'Alassane Dramane Ouattara. D'aucuns du reste, pas présents sur les lieux de cette ripaille, s'imaginent que le président ivoirien a dû distribuer à ses convives, journalistes, à la fin du repas, de petites mais consistantes enveloppes pour rendre leur séjour agréable sur les bords d'une lagune ébriée, troublée par des anti et pro-troisième mandat.
Encore plus gênant, cette photo a été prise avant la fin du vote des Ivoiriens qui devaient se choisir le 31 octobre là un nouveau président. Vu les profonds déchirements que connaît la société ivoirienne, l'enjeu de cette élection présidentielle était le taux de participation. Alors, 6 journalistes censés scruter le vote des Ivoiriens n'avaient pas encore fini leur besogne, qui se sont retrouvés en train de faire bombance en compagnie du candidat Alassane Ouattara. Bref, les commentaires sur cette photo vont bon train jusqu'à présent et continueront de faire couler encre et salive. Et justement, vous, qu'en pensez-vous? Quel effet cela vous fait-il de voir un candidat à la présidentielle attabler avec des journalistes avant même la fin du vote? À vous la parole. Exprimez-vous au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon ou par WhatsApp. Voilà, le décor est planté, j'insiste, vous pouvez exploiter WhatsApp pour nous joindre. C'est une photo qui fait beaucoup de bruit. Hein. Normalement, une photo, c'est silencieux, c'est une image fixe, mais cette photo fait beaucoup de bruit. C'est une photo qu'on peut retrouver dans des classes, dans des écoles de journalisme et on devrait pouvoir retrouver des apprentis journalistes en train de commenter chacun cette photo. Mais c'est cet exercice que nous allons faire aujourd'hui avec le Georgette et avec vous, auditeurs et téléspectateurs, n'oubliez pas, intervenez. Alors, je commence par celle qui est le plus proche de moi, c'est Zita. Qu'est-ce que ce commentaire que vous avez entendu et cette photo, qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez entendu ça? Cette photo, comme vous l'avez si bien dit, cette photo en dit long. Surtout qu'il s'agit d'une élection aussi vive que celle qu'a connue la Côte d'Ivoire et surtout quand il s'agit des journalistes, parce que sachons déjà que le journalisme nous impose l'éthique et la déontologie, ce qui demande à un journaliste d'être impartial. Ouais. Et comment, après avoir soupé avec un candidat, comment vous allez pouvoir faire pour être objectif dans le traitement de l'information? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Parce que, bon, si c'était des Africains, excusez-moi peut-être de revenir là-dessus, si c'était des Africains... Il y a des Africains là-dedans, quand même. Oui, on allait, si c'était des journalistes africains, on allait dire que non, les Africains, ils sont cupides, ils sont corrompus, mais que dire du grand Bois Bouvier? Oui. Qui se retrouve en train de manger avec le couple Alassane Ouattara, alors que les élections n'ont pas encore été proclamées officiellement. Ok, c'était pas bouclé, donc voilà, Zita qui se pose un certain nombre de questions. Oui, comment, de cette façon, peut-on être objectif? Tentative de réponse, Adrienne? Comment peut-on être objectif quand on va faire ripaille avec, ça c'est le terme utilisé par Axel dans son sujet, comment peut-on être objectif quand on va faire ripaille avec l'un des candidats? Adrienne. On ne peut pas être objectif. Moi, je pensais tout à l'heure aux élections américaines où il y a M. Donald Trump qui a commencé à accuser, qui a commencé à dire qu'il y a des fraudes. Et pendant qu'il est en train de s'exprimer, il y a certaines chaînes de télé qui ont préféré couper son allocution. Je vais vous faire déjà comprendre que c'est vraiment sérieux. Et nous, on se retrouve avec un président qui est en train de souper, ou je ne sais pas, de déjeuner, je ne sais plus à quelle heure c'était, avec des journalistes. Voilà, c'était le déjeuner. Oui. Bon, je crois que cette photo nous interpelle le continent africain, les générations à venir. Moi, je crois sincèrement qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est une façon de nous dire qu'il jouait très bien sa partition, je veux dire, parce que c'est un acteur, il a fait comprendre comment il peut maîtriser un peuple comme la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous savons. Et puis bon, il peut faire tout ce qu'il veut, il mange avec les journalistes qui ne pourront rien dire, et il est avec son épouse, il détourne tous les milliards
pour investir. Non, restons sur la photo. Restons sur la photo, Adrienne. Non, mais c'est ce que la photo reflète. C'est ce que la photo vous inspire comme commentaire. Ben voilà. Excusez-moi si je suis assez dure. Restons sur la photo. Oui, en matière de journalisme, tout à l'heure, Zita a parlé d'éthique et de déontologie. Mais on ne peut pas être objectif. Non, c'est raté. Les mots me manquent. J'ai tout simplement noté, c'est malheureux pour la Côte d'Ivoire. Alors, le porte-parole de l'opposition avait dit quelques instants après, j'espère que les journalistes, vous allez continuer de faire votre travail correctement. Donc, vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. Pour un déjeuner comme ça veut dire que c'est des dessous des tables qui sont passées. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aller prendre un déjeuner comme ça avec un candidat et puis ensuite rester objectif? C'est possible? Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. C'est pas possible. Ok. Alors je vois. Ça ne marche même pas, ça passe pas. ça ne passe pas. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de téléphoner pour prendre part à ce débat sur cette photo. Sur la Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses à dire, mais on reste sur cette photo qui montre le président Ouattara avec son épouse en compagnie de journalistes qui étaient allés couvrir le vote samedi dernier, samedi 31 octobre. Alors, Sabrina, vous faites également du journalisme. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis, à partir de demain, vous pourrez rencontrer peut-être vos professeurs et puis leur poser des questions. Mais en attendant, qu'est-ce que vous en dites, Sabrina? Concernant cette photo, personnellement, je n'y vois pas un grand inconvénient dans cette photo. Ok. Mais ce n'est pas une photo qui aurait dû être publiée, quelque chose qui se passe. Cette photo aurait dû rester secrète. Mais c'est bien parce qu'ils sont allés manger. Nous ne savons pas. Mais c'est bien qu'elle ait été publiée. Oui, c'est très bien qu'elle ait été publiée parce que désormais nous avons le visage découvert de toutes ces personnes-là qui soutiennent, si je peux le dire ainsi, la candidature de Ouattara. Mais en même temps, quand vous me dites que les journalistes ne resteront pas partiels, je me demande est-ce que ce sont les journalistes qui délibèrent les résultats des élections? Non, mais c'est les commentaires qui vont suivre. D'accord, les commentaires pourront peut-être aller dans le sens de soutenir le candidat Ouattara, Alassane Ouattara, parce que voilà, apparemment, il a un bon cœur, il laisse tout le monde manger chez lui et je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas eux qui délibèrent les résultats. Même si leurs commentaires vont dans le sens de soutenir le candidat Ouattara, mais que les gens qui doivent délibérer les résultats des élections soient partiels, parce que ce n'est pas ces gens-là qui étaient à la table. Alors, ce sont des journalistes. Et vous savez qu'il y avait un enjeu, c'était le taux de participation. Est-ce qu'il y avait possibilité d'être à cette table et puis voir comment le vote se déroule? Et puis est-ce qu'il y avait également possibilité d'être objectif sur le taux de participation dès l'instant où on va déjeuner avec l'un des candidats? C'est là où la presse a complètement échoué parce que en cette période, ce n'était pas le moment pour eux d'aller déjeuner. C'était pas toute la presse aussi, hein? Exactement. Ceux qui y étaient, les journalistes qui se sont rendus à ce déjeuner, ce sont des journalistes qui ont de manière officielle montré quel était leur choix et quelle serait en fait la suite des élections selon eux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que des journalistes ont le droit, durant le travail, parce que ils étaient là en fait, ils sont là pour travailler durant cette période, pour donner au peuple les informations concernant les élections présidentielles, est-ce que c'était le moment adéquat pour aller souper avec le président Alassane Ouattara, voilà, quand bien même on entend tous les bruits, voilà, tous les déjeuners, voilà. C'était pas quand bien encore même le souper. on entend tous les bruits qui se passent autour. Ils auraient pu aller déjeuner, je sais pas, sans se mettre à la table du président, mais là, en fait, tout le monde penserait qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe, ils sont d'accord avec le président et tout le reste, et donc leurs commentaires. Sabrina, ils avaient peut-être faim, ils avaient peut-être très faim. On ne peut pas avoir faim quand on est en train de faire un travail qui doit toucher tout un peuple. Alors finalement, au début, vous avez dit, au début de vos propos, vous avez dit que la photo ne vous dérangeait pas. Et puis les commentaires... Non. Moi, la photo ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est quand vous dites que est-ce qu'ils peuvent rester partiels juste après. Partial, ce n'est pas eux qui délibèrent. La partialité, voilà. Ce n'est pas eux qui délibèrent les résultats. Donc, qu'ils soient du côté de Ouattara ou d'un autre candidat, si les résultats sont en faveur de Ouattara, ce n'est pas de la faute de la presse,
mais de la faute de ceux qui délibèrent les résultats. Mais en même temps, ils sont en plein travail et donc il y a des choses qui sont complètement interdites lorsque vous êtes des personnes de la presse. Il faut éviter de se mêler à ce genre de choses et prendre ce genre de photos comme si la situation de la Côte d'Ivoire arrangeait la presse. En fait. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup Sabrina. On va voir du côté de Dakar, Nogueï. Quel est votre avis? Que pensez-vous de cette photo? Quels sont vos commentaires? Moi, personnellement, je ne vais pas faire de gros commentaires sur la photo. Je partage un peu l'avis de Sabrina. En fait, la photo en tant que telle, je ne lui trouve pas d'inconvénient. Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça dérangerait autant si ce n'était pas un journaliste français ou vu le contexte de l'élection présidentielle, en fait? Je pense que c'est mal vu du point de vue de la communication, en fait, et vu le contexte dans lequel se trouvait le pays. La photo ne devrait pas sortir. Après, peut-être qu'ils ont fait juste une interview et c'était l'heure de manger, ils ont déjeuné ensemble. Toutes ces questions-là sont possibles, mais c'est juste parce que c'était dans un contexte d'élection politique et que c'était assez perturbé que la photo fait autant jaser. C'est ça le problème. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un journaliste français ou parce que c'est un journaliste tout court? Moi, je n'y vois pas spécialement d'inconvénient. C'est juste que je trouve que c'est vu le contexte dans lequel se trouve le pays, que ça a autant jasé. Ok. Alors, bien, c'est votre avis. Je vais prendre aussi celui de Carole. Carole, voilà, les avis sont, on va dire, partagés. On espère qu'on aura des réactions de notre public, les auditeurs et les téléspectateurs. En attendant, Carole, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes journaliste, vous allez couvrir un événement comme une élection présidentielle, et puis à la mi-journée, vous vous retrouvez à la table de l'un des candidats. Qu'est-ce que ça donne? Moi? Oui, vous, Carole. Que je me retrouve à manger avec... juste une anecdote, hein. Il s'est passé presque la même chose ici pendant les élections législatives et municipales au Cameroun. C'était... en février 2019, une nouvelle venue dans la sphère politique d'un parti d'opposition avait diffusé sur ses pages des réseaux sociaux une photo où elle était en train de braiser la viande avec des journalistes. Et les journalistes étaient contents d'avoir en main des brochettes devant le barbecue. Donc, ils étaient très très contents de braiser ce porc-là, cette viande, ces brochettes de porc avec une candidate, une femme politique. Ça nous a fait sourire. Vous voyez, ça nous a pas... Quel type de sourire? On a juste... C'était comme de l'ironie. Ça nous a fait... bref, ces journalistes-là, aujourd'hui, nous avons pris leur nom, nous connaissons leur nom. On ne les prend plus au sérieux sur le terrain. Donc, dès qu'ils nous voient, s'ils pouvaient changer de route, de chemin, ils le changeraient. Parce que le regard que nous portons sur eux aujourd'hui, c'est que toi, là, tu ne dois même pas ouvrir ta bouche ici. Hein. Donc, quand tu es arrivé là, assois dans ton coin, tu restes tranquille là-bas, tu te tais parce que tu sais ce que tu as fait. Donc, c'est un peu ça. Ce qui est choquant dans cette photo, je sais que les journalistes africains, comment ils sont considérés par les journalistes français, c'est que voilà, ce sont des gens qui courent après l'argent, ils veulent d'abord, c'est la politique du ventre et tout ça. Mais je constate avec cette photo, quand je lis l'histoire, que les journalistes français sont également la risée de la presse internationale, surtout anglophone. Les journalistes anglophones, britanniques, américains se moquent aussi des journalistes français parce que ce sont des journalistes qui se marient avec les hommes politiques, ce sont des journalistes qui ont des liaisons incestueuses, incestueuses parce qu'on ne devrait pas, avec les journalistes, eh bien, ils sont toujours en train, dans le lit, en train de se, voilà, on va présenter un journal, on a une émission politique et le soir, on est couché à côté d'un homme politique. Bref, il y a certains journalistes, que vous savez très bien, certains journalistes français qui ont décidé de déposer la plume parce que leurs relations avec les hommes politiques, leurs inconstances avec les hommes politiques ont été révélées au grand jour. Vous vous rappelez très bien de Audrey Pulvar. Bien sûr, Audrey Pulvar, Claire Chazal, de Arnaud Montebourg, oui. ministre, voilà.
il y a Schrömer, il y a Ockrent qui est encore Christine la Ockrent, compagne oui. de Michel de Kouchner, l'ancien ministre des Relations des Affaires étrangères français. Voilà, donc la presse britannique se moque tellement des journalistes français. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans leur camp. On va se moquer de ces journalistes français-là. Okay. Et voilà, vous n'êtes plus différents de nous. Moi, ce que j'aimerais relever, c'est que pendant qu'on est en train il y a une sorte d'ère de révolution en Côte d'Ivoire, parce que l'élection présidentielle crée des conflits sociopolitiques, des journalistes français, surtout quelqu'un comme Boisbouvier, que nous avons considéré comme l'un des modèles du journalisme français, eh bien, il vient montrer, oui, c'est excellent, il a toujours été considéré comme un modèle. On peut dire que ce modèle s'est déconstruit. Les grands hommes. Hein, Carole? Oui, c'est déconstruit carrément. Aujourd'hui, je suis sûre que le regard que nous, journalistes africains, nous allons porter sur Boisbouvier ne sera plus le même. Okay. Donc, et surtout que les Ivoiriens ont toujours chanté que la France devrait laisser la Côte d'Ivoire tranquille, que la Côte d'Ivoire n'est pas un département français. Eh bien, Boisbouvier est venu leur dire on vous emmerde, on va toujours vous surveiller, on sera toujours là et regardez, nous dînons avec votre président, vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Bien noté. On va prendre, je pense que Pulchéry est bien positionné maintenant. Pulchéry non, pas du tout. Ok, alors Pulchéry, on va se passer de vous. On espère que les dieux de la technique vont nous permettre de vous avoir, parce que là, on parle de la Côte d'Ivoire. On aurait bien voulu parler de cette naissance, on va dire, pratiquement manquée de ce comité national de transition. Manqué, on ne sait pas encore de quoi demain sera fait, mais on aurait bien voulu avoir votre avis, Pulchéry, sur cette question. Il y a des candidats aux commentaires, au téléphone. Allô? Pulchéry est là. Allô, monsieur Georges. Enfin, vous êtes là. Ok. Allô, Georges. Ok, alors qu'est-ce qui ne va pas? La technique dit quoi en Côte d'Ivoire? Cette photo, elle a été faite. Allô, je suis là. Ok, maintenant dites-nous votre commentaire. Oui. Quel est votre commentaire par rapport au bon moment. Voilà, par rapport à cette grande photo? Une photo qui fait le tour du monde, qui crée la polémique. Une photo que certains pensent qui est compromettante. Quel est votre avis? Allô, Pulchéry? Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Pulchéry, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Allez-y, allez-y. La photo, votre commentaire est important pour nous. Bon. Voilà, mon avis, il est tout simple et Oui, monsieur Georges. Allez-y, oui. Pour moi, moi, je vous entends parfaitement. Ok. Oui. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, j'étais disant que mon avis personnel sur cette photo, c'est que je suis contre cette photo. Oui, je suis contre cette photo, c'est-à-dire je suis contre du fait que cette photo a été prise à un moment aussi délicat. Voilà. J'aurais opté que le président sortant, M. Alassane Ouattara, invite toute une panoplie de journalistes, pas seulement les journalistes français, il y a des journalistes ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de maisons de presse. Est-ce qu'il y avait même tout le monde? Est-ce que c'était le lieu? Est-ce que c'était le moment d'inviter les journalistes? On peut quand même inviter aussi tous les autres candidats, à partager aussi le repas. Ah oui? Vous trouvez? Vous trouvez? Bon, alors la communication n'est pas très fluide avec Pulchéry en Côte d'Ivoire. On va continuer d'avancer. On va vous proposer, mesdames et messieurs, en attendant que vous réagissiez également à partir du WhatsApp. Le WhatsApp, il marche très bien et cela permet d'avoir des gains en matière de coûts de communication. Retenez le numéro 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou plus 241 74 55 11 02 si vous devez intervenir
d'un pays en dehors du Gabon. Alors, en attendant que tout cela se remette en place, nous vous proposons de la très bonne musique, de la musique gabonaise, puisqu'il s'agit d'une chanteuse gabonaise qui s'appelle Vicky R. Elle chante Bleu Bombé. Eh bien, c'est une musique qui va adoucir les mœurs et qui va vous permettre de vous retrouver, de vous sentir en plein dans votre week-end. Et après, on reprend notre chemin pour aller vers la fin de cette émission, mais toujours avec des débats. Vicky R. Je ne vois que toi, la salle. Ok, elle s'appelle Vicky R. Elle chantait pour vous Blue Bombay. C'est une jeune artiste gabonaise. Eh bien, vous pouvez la retrouver sur le net et la déguster à fond. Pour l'instant, nous vous proposons de continuer cette émission avec la rubrique que vous connaissez bien, qui va s'enchaîner, avec le gag. Mais là, c'est le zigzag, des points de repère avec Zita, qui vous dit un peu ce qu'il faut noter comme grand événement en matière d'art et de culture. En Centrafrique, à l'heure où les autorités s'activent pour l'organisation en décembre prochain des prochaines élections au gros pays, le ministère de la Culture s'active lui aussi, mais dans ses domaines de compétences. Bangui, la capitale, se prépare à accueillir un grand événement intitulé Bangui fait son cinéma. C'est un festival international de films africains et afro-descendants, un rendez-vous du donner et du recevoir qui se déroule du 7 au 14 novembre prochain. La 31e édition des Journées cinématographiques de Carthage sera dédiée aux personnes victimes du Covid-19 et aux professionnels de la santé qui luttent contre cette pandémie. Selon les organisateurs, l'art, et particulièrement le cinéma, occupe une place privilégiée dans les cœurs et continuera à faire rêver. L'équipe de cet événement décide alors de maintenir cette édition exceptionnelle et fixe son déroulement pour la date du 7 au 12 novembre 2020 selon l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Titan Dibi est une chanteuse gabonaise originaire du sud du Gabon. Sa musique est une fusion entre les rythmes traditionnels du sud du Gabon et les notes et instruments occidentaux. Elle sera en concert ce samedi 7 novembre au 360 Music Factory en France. D'origine camerounaise, Ba Banganyek est un auteur, compositeur et interprète, balafoniste chromatique. Il a reçu le Grand Prix du Triangle du Balafon à Sissako au Mali en 2005 et est reconnu comme l'inventeur d'un modèle de balafon chromatique en 2007 par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce virtuose de la musique africaine sera en concert au Musée de la musique philharmonique de Paris les 7 et 8 novembre 2020. Ayo Marco.
Alors faites très attention, quel que soit ce qui se passe, faut pas dépasser faut pas ne pas respecter la distance d'1 mètre, parce que là, voilà, quelqu'un était en plein désarroi, on venait de lui annoncer qu'il avait le coronavirus et il s'est mis à pleurer, et puis le voisin à côté vient le consoler et puis il apprend que ouais, voilà, c'est cette nouvelle-là, et forcément il chope lui aussi le coronavirus. En tout cas, c'était notre zigzag accompagné de nos petits gags. Et nous continuons cette émission pour ouvrir maintenant une page sur le mérite. Cela donne méritocratie dans cette émission. Nous avons décidé de saluer les efforts de jeunes Tunisiens aujourd'hui qui ont créé une start-up qui s'appelle Kyo Bionics. Je vous invite à regarder et à dire chapeau bas, chers amis. Cure Bionic est une start-up tunisienne composée de jeunes ingénieurs qui viennent de mettre au point une main bionique adaptée aux besoins des handicapés en Tunisie et ailleurs sur le continent africain. La particularité de cette invention est que les doigts en plastique sont commandés par les muscles du bras. Les pièces sont imprimées en 3D, se placent facilement et se chargent par l'énergie solaire. Mohamed Daoufi, 29 ans, l'un des concepteurs, a conçu son premier prototype pour un projet universitaire lorsqu'il étudiait à l'École nationale d'ingénieurs de Souk sur la côte est tunisienne. Mohamed Daoufi a lancé en 2017 son entreprise dans une chambre chez ses parents. Bon nombre de ses camarades de promotion choisissaient de s'expatrier, attirés par de meilleurs salaires et par un goût d'ailleurs. Mohamed Daoufi voulait prouver qu'il pouvait le faire, mais aussi marquer l'histoire, changer la vie des gens. Le jeune entrepreneur qui figurait parmi les innovateurs de moins de 35 ans distingués en 2019 par la Mid Technology Review explique que sa trouvaille doit être accessible géographiquement, mais aussi financièrement. Le prix d'acquisition envisagé se situe entre 2 000 et 3 000 $ par main. Bien qu'élevé, ce prix est plusieurs fois inférieur à celui des prothèses bioniques importées d'Europe. La start-up Cure Bionic souhaite produire au plus près des usagers pour disposer de leurs mesures avec les compétences de techniciens locaux. Grâce à son logiciel, Cure Bionic parvient à imprimer sur place en 3D des prothèses adaptées à chaque morphologie. Bravo à l'Afrique! Mixez des applaudissements 5 secondes avant la fin du sujet et 10 secondes après. Les applaudissements de Zita. Voilà, ce garçon. Rappelez-nous son nom. Il s'appelle Mohamed Daoufi. Mohamed Daoufi. Les Georgettes, on va l'applaudir bien fort. Hein? Il faut qu'on entende vos applaudissements retentir dans toute l'Afrique. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on va demander à l'une d'entre vous, Sabrina, vous êtes l'une des plus jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez autant de talent, autant d'ingéniosité de la part de jeunes Africains? Ça me réjouit énormément parce que, oui, je disais, Georges, que ça me réjouit énormément parce que désormais, pour des personnes qui sont handicapées, ils n'auront plus besoin de se déplacer dans des grandes villes pour pouvoir traiter leurs maux. Mais en Afrique, désormais, nous avons la possibilité d'offrir à toute personne handicapée ou pas l'opportunité de se retrouver dans la communauté. Et c'est une invention que l'Afrique entière devrait financer afin que ce projet, en fait, touche tous les autres pays et permettre à toutes les autres personnes d'en bénéficier. J'en suis très, très fière. Vous l'avez dit, il faut être fier et il faut y mettre de l'argent. Et nous, on a décidé d'accompagner cela avec de la bonne musique en provenance de Tunisie avec une artiste qui s'appelle Inès. Elle chante à l'indienne pour saluer justement les efforts de cette start-up avec à sa tête notre ami voilà, Inès. Voilà, Inès qui salue donc les efforts, le talent, l'ingéniosité de cette start-up qui s'appelle, il faut que je retrouve son nom, Cure Bionics, et qui fait en sorte que bien tous ceux qui ont un problème de mobilité, un handicap, eh bien ce handicap est en partie résolu par les propositions que cette start-up tunisienne fait. Et il s'agit de jeunes gens, ils n'ont même pas 30 ans. En tout cas,
Nous avons salué ces prouesses-là et nous allons continuer de le faire. Chaque fois que quelqu'un va se distinguer en Afrique, nous allons le saluer ici sur le plateau de Ça va chauffer de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Maintenant, si vous êtes prêts, on s'engage pour un autre débat. Comment se fait-il que pour beaucoup de couples, la proximité des beaux-parents soit nocive? Qu'est-ce qu'on en dit? Allons-y, on va suivre ce sujet et puis on réagit aussitôt après. En Éthiopie, une mère de famille de 3 enfants explique qu'elle a peur que l'omniprésence de ses beaux-parents ruine son bonheur familial. Ses beaux-parents ont acheté une maison qui est juste la sienne et la mère de famille en question s'est sentie perturbée à la fois par les incessants va-et-vient de ses beaux-parents, mais aussi parce qu'il fallait qu'elle s'occupe d'eux à chaque fois qu'ils étaient là. Ces journées ont commencé progressivement à ressembler à un cauchemar, car de plus en plus, elle redoute l'intrusion permanente de sa belle famille dans sa vie quotidienne. Par exemple, elle éprouve déjà une grosse peur que ses beaux-parents, quand ils seront installés, soient régulièrement pris d'envie de discuter par-dessus la clôture, chaque fois qu'elle se retrouverait dans les jardins de sa maison. Désemparée, elle explique encore qu'elle s'est toujours très bien entendue avec ses beaux-parents, mais qu'elle ne s'est jamais vraiment sentie complètement à l'aise en leur présence. Elle estime qu'ils sont assez critiques vis-à-vis des autres. Elle craint de ne pouvoir vivre une vie normale sans que ses beaux-parents ne la jugent. Finalement, elle envisage de demander le divorce. Cette femme exagère-t-elle? La proximité de la belle famille est-elle si nocive que ça pour un couple? Comment vivre en bonne intelligence avec sa belle famille sans que cela ne constitue une casse-tête? Vos réactions et commentaires sont attendus au 074 55 11 02 si vous intervenez du Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous êtes hors du Gabon. Ne l'oubliez pas, vous pouvez utiliser le réseau WhatsApp pour nous joindre. Bon, on espère qu'on va commencer à avoir les premiers appels pendant cette émission. Vous pouvez téléphoner, participer à cette émission. La proximité des beaux-parents est-elle aussi nocive pour un couple? En tout cas, on a entendu ce qui se passe au niveau d'une dame, mère de famille de 3 enfants. Eh bien, elle a décidé de demander le divorce parce que ses beaux-parents sont venus se mettre juste à côté. Qu'est-ce que vous en dites, les Georgettes? Et qu'est-ce que vous en dites, mesdames et messieurs? Le numéro de téléphone vous a été donné. Vous pouvez utiliser le réseau social WhatsApp pour nous joindre. Ça va réduire les coûts. Allez, on commence par qui? On commence par Nogueï à Dakar. Oui. Ok. En fait, moi personnellement, je pense que dans les sociétés africaines, la belle famille, quand on se marie avec quelqu'un, on se marie avec la belle famille. On se marie avec sa famille. Non, c'est vrai. Avec tout le monde. Oui, on se marie avec tout le monde. Ça, c'est notre réalité. Vraiment. Après, je pense qu'il faut juste savoir trouver un équilibre. Les beaux-parents, ils sont très importants. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre? Parce que il faut garder... il faut donner au couple son espace aussi. Il faut leur donner leur intimité, leur permettre de... Qui doit donner? Les beaux-parents. Les beaux-parents. Mais voilà. des fois ils ne s'en rendent même pas compte. Voilà, des fois, ils ne s'en rendent pas trop compte parce que peut-être qu'ils ont ce besoin-là de trop nous prouver et tout, mais on a besoin de grandir et d'évoluer ensemble, de commettre certaines erreurs. Mais après, c'est vrai qu'ils symbolisent aussi l'équilibre dans son couple parce qu'en cas de problème, des fois, ce sont eux qui nous permettent de trouver des solutions. Donc, ils ont énormément un grand rôle à jouer. Il ne faut pas les mettre de côté. Donc, vous trouvez que la jeune femme en Éthiopie, elle exagère parce que à cause de la présence, de la proximité de ses beaux-parents, elle a décidé de demander le divorce. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ses beaux-parents est-ce qu'ils ne sont pas trop exubérants en fait? Pourtant, elle dit que les relations sont bonnes. Hein? Si les relations sont bonnes, sont carrées, je ne vois pas où il est le problème. Je ne vois pas de réunion. Donc, elle exagère. Ça l'étouffe un peu quand même. Hein? Oui, allô? Allô, bonjour? Oui, c'est la Belle TV. Allô, bonjour? Oui. Comment allez-vous, s'il vous plaît? Vous appelez d'où? Allô? 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 On ne vous entend pas très bien. Vous êtes... Oui, allez-y. Allô? Nous vous entendons. Oui, je vous entends. Ok, allez-y, intervenez. Oui, bonjour Georges. Bonjour. Vous êtes monsieur? Oui, je m'appelle
Hollande, je vous suis depuis longtemps. Donc, je suis très heureux de participer. Ah, on nous dit que vous appelez des Pays-Bas, de la Hollande? Oui. Alors, allons-y. Quelle est votre réaction par rapport au sujet? Il est parti. Ok, c'était bien quand même hein, d'avoir quelqu'un de si loin. C'est vrai, nous avons Adrienne en Italie, mais quelqu'un d'autre qui intervient à partir des Pays-Bas, c'est bien. Continuez d'appeler, de nous donner votre sentiment sur cette situation. Est-ce que Zita, comment on va dire ça, la jeune femme, la mère de famille, est-ce qu'elle exagère? Moi, je trouve qu'elle exagère, surtout que nous sommes en Afrique, comme le disait tantôt Nogueï. En Afrique, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas avec un seul individu. On épouse toute une famille. On épouse toute une famille. Et surtout, moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est qu'elle-même, elle le dit, comme je l'ai signifié dans le papier, elle dit qu'elle s'entend très bien avec ses beaux-parents. Moi, je ne Oui, allô, bonjour. Ok, bonjour. Moi, c'est Kounet Suleiman. Oui, enchanté. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Libreville. De Libreville. Alors, intervenez. Quel est votre commentaire par rapport au sujet? Cette femme exagère-t-elle? J'aimerais poser une question au décrypteur. Vous voulez nous poser une question? Bon, allez-y. Voilà, sur la photo qui a été publiée. Ah, vous revenez en arrière sur la photo. Allons rapidement, alors. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que la photo qui a été publiée, est-ce que la photo est crédible? Ça a été pendant les élections ou bien après les élections? Je ne sais pas, j'aimerais savoir ça. La photo a été prise en pleine élection, vraiment crédible. À la mi-journée, samedi dernier. Pendant les élections ou bien après les élections? Pendant, à la mi-journée. À la mi-journée, pendant les élections, le président a réuni les journalistes et puis il a offert un dîner et puis il les a pris photo. Alors quel est votre commentaire? C'est votre commentaire qu'on attend? Mon commentaire sur ces photos, moi, chez moi, la photo n'est pas crédible parce que... Vous pensez que la photo n'est pas crédible? Parce que voilà, je trouve que c'est impossible. Pendant les élections, le président ne peut pas réunir les journalistes là pour faire ces photos. Je pense que... Ok, c'est votre avis. C'est votre avis, vous n'y croyez pas, mais bon, elle existe quand même cette photo. Merci beaucoup d'avoir appelé. Maintenant, nous sommes à un autre sujet. La proximité des beaux-parents peut-elle provoquer le divorce? Mesdames et messieurs, vous pouvez intervenir sur ce sujet. Nous avons eu l'avis de Zita, nous avons eu également l'avis de Nogueï. Nous allons prendre celui de Sabrina, au Ghana, à Accra. Vous pensez que... Oui, allô? Allez-y, madame. Allez-y, Sabrina, oui. Selon moi, je suis de l'avis de Nogueï parce que lorsqu'on se marie en Afrique, on se marie à la belle famille, c'est-à-dire à la famille de l'homme. Précisément au Sénégal, lorsque... Allô? Oui? Allez-y. Je disais précisément au Sénégal, lorsque vous vous mariez, vous allez habiter chez la belle famille. Mais si vous dites que... Moi, je pense que c'est un peu exagéré de vouloir divorcer parce que la belle famille sera proche de cette dame. Elle peut en parler avec son mari, elle peut même en parler avec les concernés pour essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait éviter de la fréquenter, si c'est le fait de la fréquenter qui la dérange, éviter d'être critique ou encore en parler à son mari afin que son mari en parle à sa famille. Mais de là à divorcer, c'est-à-dire à vouloir résilier votre contrat de mariage avec votre mari parce que sa belle famille est chez vous tout le temps, je pense que c'est un peu abusé, exagéré. Donc cette femme devrait parler avec son mari et avec sa belle famille pour essayer de régler le problème. C'est trop, s'il faut dire, c'est vraiment trop. Merci Sabrina. Vous dites qu'elle exagère. Nous avons un appel. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre avis sur la question? Oui, s'il vous plaît, je m'excuse, je ne vous ai pas suivi. Je vous ai suivi lorsque vous avez montré l'image, la photo sur la Côte d'Ivoire. Vous nous ramenez en arrière? Allô? Oui, allez, bon, allons-y rapidement. Parce que donc, s'il vous plaît, je voulais donner juste rapidement mon point de vue là-dessus. Allez-y très rapidement parce que ce débat est déjà clos. Oui. Allez-y, rapidement.
Oui, excusez-moi parce que je vous suis de très longtemps. Je suis très loin. J'habite le Groenland. Je suis ivoirien. Je suis résident groenlandais. Donc, je vous dis, je suis un peu choqué et je suis un peu peiné de voir aujourd'hui, à l'an 2020, nos dirigeants qui ont fait des grandes études, qui ont fait des grands pays, soi-disant des pays développés comme le pays où j'habite, qui n'arrivent pas, tant soit peu, pour des systèmes politiques, et pour leur personne, n'arrivent pas à s'asseoir et discuter pour mettre ensemble l'ensemble de la population à une aise. Nous sommes dans un pays où on parle de démocratie, et la démocratie, c'est ce qui fait tous les bords. Merci beaucoup, monsieur. C'est désolant de voir des journalistes qui participent avec un président Alassane Dramane Ouattara sortant, mais quelle est la crédibilité qu'on va leur donner à ces journalistes quand on va les écouter? Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez fait votre commentaire. Vous avez posé un certain nombre de questions que nous avions posées pendant le moment où le débat avait cours. Maintenant, nous sommes à un autre débat. La proximité de la belle famille, eh bien, est-ce que c'est nocif? Les avis sont partagés. L'on trouve que la dame qui demande le divorce parce que ses beaux-parents sont trop proches, eh bien, certaines Georgettes ont dit que c'était exagéré. Alors, elle dit qu'elle craint, par exemple, de se retrouver dans ses jardins, dans les jardins de sa maison, et puis de savoir que, par exemple, ses beaux-parents vont regarder par-dessus la clôture pour voir ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous en dites, Carole, du côté du Cameroun à Douala? Carole? Ils disent que quand on se marie, on se marie avec la belle famille. Mais chez nous ici, dans la plupart des familles, des villages, des communautés camerounaises, ce sont des concessions. Donc quand une famille, il y a mariage dans une famille et qu'on sait que c'est le garçon qui se marie, eh bien on lui construit sa petite hutte, on lui construit son studio, on lui construit... Pourquoi? Parce que les parents savent qu'il faut leur intimité. Mais là retrouvons-nous dans la situation, dans la vie moderne. Oui. Nous sommes par exemple à Libreville ou à Douala ou dans n'importe quelle grande ville africaine. Vous avez un couple à côté, il y a les beaux-parents. Oui, c'est ce que je dis. Je veux dire que c'est par rapport à ce que Sabrina et Nogueil disaient, qu'on se marie avec la belle famille, oui, mais ça dépend. Parce qu'il y a même si elle s'entend avec sa belle-mère, même si elle s'entend avec ses beaux-parents, ils ont quand même besoin de leur espace à eux pour leur intimité. C'est un peu gênant. Mais de là à demander le divorce, je pense qu'elle exagère un peu. Si elle s'entend très bien avec ses beaux-parents, il suffit qu'elle parle avec sa mère comme si c'était sa vraie mère et qu'elle lui dise « Maman, moi je suis quelqu'un qui est comme ça, je suis quelqu'un qui est comme ça, j'aime trop ma maison, j'aime faire mes choses comme je les aime et tout ça. » Elle cause avec sa mère. Si sa mère pense cela très mal, elle va aller. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne belle-mère. Si elle prend cette volonté, ce désir de sa belle-fille mal, ce n'est pas une bonne mère. Okay. Donc elle devrait comprendre sa fille et voilà les deux. Elle ne doit même pas en parler à son mari, vraiment, parce que la maman, la belle-mère, c'est la maman. Donc elle va voir sa maman, elle lui parle, elle lui fait part de sa gêne. Si elle s'entend très bien avec elle, la maman va dire « D'accord ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maman, moi j'aime pas quand je veux peut-être qu'on me laisse un peu seul le week-end et tout ça. Ça va passer, ça s'arrête là. » D'accord, j'ai l'impression que j'ai le sentiment que vous minimisez quelque peu le problème, mais le problème il est des fois important, dramatique. Dernier avis, celui d'Adrienne. Nous sommes sur le fait qu'elle s'entende bien avec sa maman. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas en train de parler ainsi. D'accord. Alors on va prendre le dernier avis, celui d'Adrienne en Italie, Milan. L'émission tire à sa fin. Adrienne, qu'est-ce que vous en dites? Bah voilà, je dis qu'elle exagère, mais en même temps. Comment? Oui, il n'y a plus de chérie. Ah, plus de chérie est là. Bon, donc allons-y avec Adrienne déjà. Bon, non, je veux dire qu'elle exagère,
Mais en même temps, il faut vraiment percer le mystère parce que pour qu'elle ait envie de demander le divorce, c'est qu'il y a autre chose en dessous. Parce que je ne crois pas que forcément... Voilà. Il y a un autre problème, peut-être qu'elle dit qu'elle s'entend avec la belle famille, d'accord, mais il y a un autre problème sérieux. On le sait, en Afrique, spécialement le mariage, il faut d'abord épouser la belle famille. Mais c'est pas dit. Le mariage est très compliqué. Ça, chacune d'entre nous doit le savoir, le monde entier le sait. Mais je veux dire qu'elle vit un problème qui est vraiment sérieux. C'est pour cela qu'elle veut quitter sa maison. Elle veut abandonner son mari et ses enfants. Il y a un autre problème en dessous. Donc, il y a des choses... Il y a des non-dits. Il y a des non-dits, voilà. OK. Merci beaucoup. Le dernier avis maintenant, Pulchérie, on est content de vous avoir. Enfin, ça a été un peu difficile côté technique. Oui. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu participer à l'émission comme il se fallait. Oui. Mais donner mon avis sur ce point, c'est on va rattraper tout cela la prochaine fois. Oui. D'accord, ça marche, M. Georges. Donc, revenons au sujet. C'est que, comme l'a dit Adrienne, moi, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a déjà des antécédents. Parce que demander le divorce, moi, supposons qu'il n'y ait rien du tout. On s'en tient à ce qu'on a entendu. Il faut dire d'abord qu'en Afrique, ici, très souvent, moi, je ne suis pas d'accord avec Sabrina et nos gays qui disent que quand on marie un homme, on marie sa belle famille. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on se met encore ce genre d'idée-là en tête, on aura toujours des soucis avec les beaux-parents. Très souvent, avec les beaux-pères, on n'a pas de soucis. C'est toujours avec les belles-mères-là. Donc, moi, je pense que cette dame-là, elle a un souci avec sa belle-mère. Parce que c'est les belles-mères qui aiment fouiller, voir comment est-ce que tu prends bien son fils ou pas. Mais puis, chérie. Oui. Mais puis chérie, quand on te dit, quand tu te maries avec quelqu'un, tu te maries avec toute sa famille. Ça veut tout simplement que tu as une autre famille. Parce que tu es exactement. Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter, en fait. Ça ne veut pas dire que tu dois tout accepter ce qu'ils font de bien ou de mal. Il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a d'autres qu'on ne pourra pas. Donc, si on veut tout appliquer pour dire qu'il faut automatiquement marier aussi la belle famille, mais la belle famille va venir s'imposer directement à ton mariage. C'est de ça que je vais parler. Sinon, on ne peut pas marier, on ne peut pas épouser un homme et ne pas accepter ses parents. Ça, c'est... Voilà. Bien. On ne parle pas de la même chose alors. Parce les avis sont très partagés. Vous voulez qu'on remette ce sujet la semaine prochaine? Oui, bien sûr. On n'a pas eu le temps d'en parler vraiment. Oui, vous pouvez le remettre. Samedi, on pourra en parler là. On aura suffisamment de temps pour en parler. Mais il faut changer. Je pense qu'il faut changer de sujet. Je veux dire, d'histoire. Il faut changer d'histoire. Parce que là, on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'on sait qu'il y a tellement de problèmes avec la belle famille. Changeons d'histoire. Changeons d'histoire. Ça pourra aider d'autres couples. Mais elles sont sur le même sujet, mais changeons d'histoire. Oh là là, merci beaucoup les Georgettes. Merci beaucoup les Georgettes. Alors, on va voir si, à la demande générale, comme on dit, on va ramener ce sujet. On va y penser, on va vous consulter et puis on va voir. En tout cas, merci beaucoup. Vos avis comptent. C'est un débat qui doit se poursuivre un peu partout à la maison, au bureau et pendant ce week-end-là. Merci beaucoup Zita. Merci beaucoup Carole, merci beaucoup à Nogay, à Sabrina, à Pulchérie et à Adrienne et merci beaucoup aussi à vous, chers amis téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Nous vous disons très bon week-end, à bientôt, toujours sur les antennes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous nous quittons avec de la très bonne musique, bien rythmée, à Chao, vous connaissez.